toutes, bonjour à tous et bienvenue. C'est toujours l'été, je crois, un peu pour tout le monde. On espère vous apporter un rayon de soleil en cette nuit, vu que c'est Late Night Wrestlers. Alors ce n'est plus Sunday Night Wrestlers. Notez-le bien, maintenant la WWE se décline sous ce nom, Late Night Wrestlers. Et pour cette première édition en quelque sorte, mais bon, on garde bien sûr tous les ingrédients habituels. Il y a une petite bande qui commence par le Nantais Tifo. Salut Tifo. Ouais, salut tout le monde. Je suis content de vous retrouver pour parler de SummerSlam. Je pense que ça va être sympa quand même. Ah ouais, ça va dépoter normalement, ouais, ça c'est sûr. Par contre, quelqu'un qui aime bien dépoter, là, salut Urbaz. Salut, je ne comprends pas mais c'est pas grave. Ouais, ça va être sympa avec ce pay-per-view qui était vraiment un délice, comme dirait l'autre. Eh oui, j'espère que ça a été du bon chocolat, comme les compotes que déguste Renaud, peut-être. Salut Renaud. Salut les gars, salut tout le monde. Ah oui, les compotes j'adore ça, puis le pay-per-view j'ai adoré, donc je suis là, avec vous. Mais c'est bien, là pour une fois on va pas troller, ça va changer. Non, je déconne, la dernière fois aussi je crois que c'était le cas. Et puis cette fois-ci, on accueille quand même un grand retour, comme quoi là, qui dit SummerSlam, qui dit... Ah ouais, non, mais j'attends mon chèque. Non mais après là, j'attends un petit versement là et puis après on verra. Ça va. Bon, salut à tous. Et oui, salut Kevin, oui effectivement, oui, qui a mangé son retour, oui. J'ai un pay-per-view de WrestleMania. Écoute, il est présent, c'est Kevin. Non, mais on va dire que c'est WrestleMania quoi. Oui, WrestleMania de l'été, voilà. C'est le dernier que j'avais vu, c'est pour ça. Du coup, je suis un petit peu perdu, je suis bouleversé, troublé, ému de vous retrouver parce que vous n'avez pas changé depuis. C'est inquiétant d'ailleurs. On a gagné quelques mois quoi, c'est tout, mais voilà. Ah bon? Oui. Ah ouais, mais juste au niveau du temps, non? Parce que bon, pour le reste, je vois que c'est toujours la même bande de fous, quoi. C'est sympa. Ah bah oui, évidemment, bah oui. Toujours un peu. Faites passer ces voix d'enterrement, là, vous me semblez un petit peu abattu ce soir. C'est spécial le grand événement, quoi, vu que c'est le deuxième grand pay-per-view de l'année, mine de rien. On avait fait le deuxième de l'année que je vois aussi, effectivement. Oui, voilà. Donc à l'année prochaine pour WrestleMania pour la suite. Voilà, à bientôt. Bon, on va y aller quand même. En vous rappelant que vous avez aussi un numéro Vintage Wrestles où on a analysé le SummerSlam de 1998, si je m'abuse, Renaud. Ouais, 98 au Madison Square Garden. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais cette fois-ci, on est bien au Staples Center de Los Angeles, juste après le jingle du pay-per-view que voici. Reach for the stars. First you gotta have a vision. Reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know you can get there. One day, one day. Et donc de retour, je sais pas si vous allez danser, mais bon, en tout cas, nous revoici donc au Staples Center de Los Angeles. Avec tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, le pré-show qui a duré 1 heure. Avec un format assez habituel quand même, hein, le panel qui rassemblait cette fois-ci Shawn Michaels quand même, Vicky Guerrero et Booker T. Et puis un match évidemment, je ne sais pas qui l'a vu autour de la table, mais c'était un match pour le titre des États-Unis entre le champion Dean Ambrose et Rob Van Dam. Et Dean Ambrose a gardé sa ceinture par disqualification, scénario un petit peu prévisible, suite à un spear de Roman Reigns sur Rob Van Dam, sachant que le Big Show et Mark Henry étaient aussi dans le coin. Ils n'ont rien fait finalement. Donc, qui a vu le pré-show? J'ai vu. Ah vas-y, alors, c'est parti. Ce pré-show il était un peu long quand même, je l'ai trouvé long. J'ai pas trouvé que les... Si c'est 13 minutes 38, oui. Non, je parle pas du match, je parle du pré-show. 1 heure, je trouvais ça... Oh mais le match aussi, il a une bonne durée quoi. Ouais, le kick-off quoi. Ouais, le kick-off il a duré 13 minutes, mais bon, le précédent, The Shield contre Uso, il était pas mal non plus quoi, au niveau du temps. Mais là, 1 heure, voilà quoi, je me suis un petit peu ennuyé devant le panel, qui était pourtant assez gratiné quoi. Vicky Guerrero, Shawn Michaels et Booker T, que je trouvais assez superficiels, très campés dans leur personnage, alors que d'habitude je les trouve un peu plus naturels, ceux qui sont à leur place. C'était sympa aussi l'intervention de Paul Heyman pour dire que c'était un no disqualification ce soir. Voilà, c'était vite fait, c'était bien pour mettre dans l'ambiance.
ben le match était sympa. Il y a une bonne répartition des rôles entre Dean Ambrose et puis Rob Van Dam, du coup. Et Rob Van Dam qui fait un retour vraiment très bénéfique, hein, qui perd à peu près tous ses matchs, mais enfin non, qui perd pas tous ses matchs, je dis une connerie. Mais pour le titre, il perd son match, ça c'est normal. Voilà quoi, il y a eu intervention du Shield, c'était vraiment prévisible. Mais en dehors de ça, le match était sympa avec quelques moves vraiment sympathiques, notamment de la part de Van Damme. Et oui, bah, c'est vrai que Van Damme là, c'est très différent de celui qu'on connaissait à la TNA. Là, il a repris du rythme à la quarantaine passée, mine de rien, donc c'est bien. Quelqu'un d'autre a vu le pré-show? Ah. D'ailleurs, il disait vite fait comme ça qu'il avait déclaré que s'il était meilleur à la WWE, c'est parce que les gars étaient mieux qu'à la TNA, quoi. Ils étaient plus habitués à faire des matchs, etc. Ce qui est quand même un sacré tacle pour la TNA qui en a pas forcément besoin. Même si depuis il a un petit peu adouci les mots. Mais... Ouais. Mais bon, c'était quand même un sacré tacle. Hein. Oui, c'est sûr. Et sinon, qui a vu le pré-show dans le coin? Oui, bien sûr. Et t'en as pensé quoi alors du retour de RVD et qui est revenu le mois dernier? Ah bah écoute, ça au moins j'ai suivi un petit peu quand même l'actualité. C'est plutôt sympa pour les nostalgiques, ça va dans la continuité des Lesnar, Rock, Steen et compagnie. Voilà, c'est vrai qu'il a l'air d'arriver de perdre tous ces matchs. Je sais pas si c'est vraiment très sympa pour le fan qui l'attendait. Mais bon, après on verra bien ce que ça donne. Est-ce que, enfin je sais pas, moi vu que du coup j'ai un petit peu de mal à suivre, est-ce qu'il a une chance pour jouer un des titres? Justement, on en parlera un petit peu après, mais ouais. WHC. Contre Del Rio quand même, oui, c'est on en parlera. Ok. Et par contre, si je pouvais revenir sur le panel. Oui. Le fameux panel avec Vicky Guerrero, Shawn Michaels, Booker T et Josh Matthews. Oui, l'animateur. Oui. Ouais. J'ai trouvé ça sympa, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça donne un petit côté plus réel au show et surtout ça permettait de garder l'ambiance, de pas avoir de cassure et de ne pas trop enchaîner les matchs rapidement. On avait un match qui se terminait, on avait un sort de mini débriefing type les spécialistes Canal, il manquait plus que Pierre Ménès au milieu. Et puis finalement, je sais pas, bon, ils apportaient pas grand chose parce qu'ils racontaient pas grand chose, mais je sais pas, ça permettait de faire une pause et en même temps alors bon, il faut dire que SummerSlam était génial, donc du coup on revenait sur des matchs qui étaient bien, quoi. C'est sûr que si on revient sur des matchs qui sont mauvais, c'est pas génial, mais là en plus les matchs étaient bons, donc du coup ça permettait de faire une petite pause. Et je pense que même au niveau du public, ça a dû être plutôt sympa parce qu'au moins ça permettait d'aller faire pipi plus tranquillement, quoi. Eh oui. C'est une précision technique qu'il faut noter, qu'on en a peut-être oublié, je pense. Non, franchement, j'ai trouvé cette idée intéressante. Après, elle est mise en place depuis quelques pay-per-view, enfin depuis que les pré-shows sont là, quoi, à peu près. Le panel, c'est depuis WrestleMania 29. Hein, ouais, voilà. Depuis WrestleMania, c'est là. Ah ouais. Le panel, ouais. Ils avaient commencé avec Kofi Kingston, qui est un habitué. Pour tous les pay-per-view. Parce que moi, je me suis de WrestleMania, justement, que j'ai vu. Il me semble pas qu'il était, parce que là, du coup, c'était pendant SummerSlam même, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu mieux que juste pendant le pré-show, quoi. Enfin, bon, c'est une bonne idée, quoi. Voilà, c'est juste pour dire ça. Voilà, je m'en vais faire cuire mes saucisses. Tu parlais de post-pipi et d'aller faire cuire les saucisses, justement, on pouvait, là, pour le début du show, déjà, bon. Il y a eu 10 minutes de longue introduction avec The Miz, déjà, qui était l'hôte du pay-per-view, donc qui a cité un peu les matchs, qui était interrompu par Fandango. Ça c'est un truc qu'on va avoir plus reprise dans le show. Et ouais, mais je suis pas The Miz, moi. Et puis après, il y avait Jojo Offerman du programme Total Diva qui a chanté l'hymne américain avec toujours évidemment Kevin, le spécialiste, qui a pu juger peut-être de cette prestation de haute volée. Oui, merveilleux. Voilà. C'était merveilleux. Non, par contre, ils se sont rattrapés. Et surtout qu'ils se sont rattrapés par rapport au fait qu'ils n'avaient pas fait l'hymne américain à WrestleMania. Donc du coup, ils ont peut-être remis un petit peu les choses dans l'ordre. Ils se sont bien appliqués, c'est sûr, là. Mais voilà, là, en parlant de se griller des saucisses, il y avait l'occasion avec le premier match, c'était le Ring of Fire, c'est-à-dire le ring entouré du feu. Un peu comme l'Inferno, mais la grosse différence, c'est que là, on mettait pas l'adversaire dans le feu, mais simplement que le ring était entouré par le feu, pour empêcher surtout, au départ, Eric Rowan et Luke Harper de rentrer sur le ring, mais c'était loupé, vu qu'ils ont aidé Bray Wyatt, finalement, à remporter sa première victoire pour son tout premier match de pay-per-view contre Kane,
Après 7 minutes 49 secondes. Kane d'ailleurs démoli par la suite sur l'escalier de fer à l'extérieur du ring, qui va s'absenter sûrement pour tourner Sinoeville 2, il me semble. Voilà, qu'avez-vous pensé du match? Je vais commencer par Tifo. Bon, alors ce match, moi je trouve que c'est toujours sympa de voir un peu le ring entouré de flammes. C'est assez original, on voit pas ça souvent, parce que le dernier c'était en 2006, il me semble. Kane MVP. C'est ça, je crois. Hein. C'est ça, ouais. Donc, c'est toujours de voir des flammes comme ça fait un peu ça en met plein les yeux, quoi, on va dire ça. Même si après le match à côté, on va pas se mentir, c'était pas bon. Honnêtement, moi ce qui me distrayait, c'était de voir les flammes grimper quand il y avait une chute sur le ring, quoi, c'est tout. Après, la fin, ils tamisent les flammes avec un tapis, après ils attaquent, ouais, bon. C'est pas super original, mais après, ça fait une première victoire pour Wyatt, et puis voilà, hein, je m'en doutais qu'il allait gagner. Et moi, ce que je veux revenir, c'est, je vois tout le monde qui adore la Wyatt Family, mais moi, j'arrive pas du tout à accrocher. Je vois pas ce que vous leur trouvez, je sais pas, c'est... Moi perso, c'est leur entrée, elle est assez percutante. Après lui. Ouais, leur entrée, la musique est sympa, l'entrée est sympa, mais après, je trouve que ça a rien d'extraordinaire, quoi. C'est un groupe banal, enfin, je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça, quoi. Bah ouais. T'as pas écouté les discours des promos, toi? Ah là là. Moi j'adore parce que c'est très théorie du chaos, tout ça. Mais franchement, le discours, il est assez comme ça, c'est un peu une sorte de secte comme ça, c'est le nouveau visage de la peur. C'est un peu pour ça, tu vois, qu'il y avait cette rivalité avec Kane pour les installer, et je trouvais vraiment ça bien fait, notamment la dernière promo à SmackDown juste avant SummerSlam qui était vraiment très bien de la part de Bray Wyatt. Je conseille un peu tout le monde de la revoir. Elle était super bien, où il disait qu'il était déjà mort, quoi, par exemple. Et je trouve vraiment ce gimmick très bien fait. Enfin, cette gimmick très très bien foutue. Voilà. Maintenant tu peux reprendre, vas-y. Non, après moi je veux juste savoir comment ça va se poursuivre, parce qu'on voit après que Kane, il a été emmené. Comment ça va se poursuivre, quoi. Donc à voir comment ça va évoluer. Bah ouais, sinon dans l'ensemble c'était pas un super match, quoi. Et Renaud, t'as pensé quoi de ces débuts de Bray Wyatt, qu'on connaissait avant sous le nom de Husky Harris, mais voilà, qui est revenu... Ouais, c'est exactement ça. Écoute, on peut pas trop le juger sur ce match-là, parce que c'est Kane, hein, qui fait pratiquement tout le match. C'est lui qui a la domination pratiquement tout le match. Donc bon, moi je trouve que ça reste quand même un opener correct par rapport au poids des deux. Maintenant, c'est clair que les flammes, c'est vraiment là pour le spectacle et pour le côté visuel, parce que sinon elles servent vraiment à rien, quoi. Autant dans l'Inferno match, tu mettais l'adversaire en feu, donc c'était logique. Là, bon, c'est plus pour l'effet visuel, mais sinon pas grand chose à dire, hein, sur Bray Wyatt. C'est dommage parce que j'attendais quand même de voir, parce que je l'ai pas suivi sur NXT, et on l'avait vu à l'époque, comme t'as dit, dans la Nexus. C'était sur la fin de Wade Barrett, puis après il était dans la New Nexus quand Punk l'a géré. Mais là aussi, il était vraiment dans le clan, il était étouffé par le clan, et comme là maintenant il est leader, je m'attendais quand même à plus de sa part, et bon, il se fait largement dominer par Kane, je trouve, sur tout le match. Et puis on est beaucoup aussi sur les deux sbires qui sont à l'extérieur du ring. On se demande comment ils vont rentrer, les caméras les filment pendant un bon moment. Donc pas grand chose à dire sur Bray Wyatt. J'attends pour le prochain pay-per-view, pour les prochains shows. Mais sinon, ça reste un bon opener. Assez correct. Enfin, pas un bon opener, mais je dirais correct par rapport au poids des deux hommes. Voilà. Et Kevin, les saucisses étaient bien cuites? Elles étaient bien cuites à point, hein, vraiment. Non, comme Tifo, c'est le côté spectaculaire dès le début, quoi. C'est s'en mettre plein les yeux pour les spectateurs. C'est vrai qu'après le match en lui-même, bon, voilà, quoi. Hein, on va pas, mais non, c'était le côté vraiment spectaculaire. Il y avait les flammes, tout ça. Même l'arbitre a failli se faire griller à un moment, donc c'était vrai, le côté spectaculaire, quoi. Disons que c'est bien pour voir le show, parce que si tu fous ça en plein milieu, tout dépend du match qu'il y a eu avant, ça casse un peu le rythme, alors que là, du coup, ça a pour effet vraiment de mettre tout le monde dans le pain, quoi. Après, c'est vrai que l'intervention des deux autres, bon, elle est pas terrible, quoi. Ils réfléchissent à comment passer, tout ça et tout. Et puis le match en lui-même, bon, je me suis pas tellement amusé, comme je crois que c'est Tifo qui disait ça aussi également, le côté de voir que quand il y avait les impacts, les flammes montaient, quoi. C'était ça qui était plus sympa qu'autre chose. Ouais, c'était assez sympa. Après, je sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression que ce match, les deux étaient un peu gênés en fait par la stipulation. C'est-à-dire
Bah, faut gérer le feu, quoi, c'est ça, c'est particulier. Surtout qu'on voit pas trop quand on fait un mouvement, le feu monte tellement qu'on les voit pas faire leur mouvement. Maintenant, Kane est un grand spécialiste, les Inferno Match, lui, il connaît, il a daté. Mais après, ça fait un moment qu'il en a pas fait, quoi. Il en fait pas tous les week-ends. Ah non, c'est sûr. Donc tu peux rester quand même surpris par ça, quoi. On sait jamais. Et mais je trouvais que ça les handicapait, qu'ils avaient du mal à être dans le match et à donner de l'impact à leur coup. J'avais l'impression d'une certaine mollesse à cause de ça. Et après, c'est vrai que bon, on se concentrait surtout sur le groupe. Du coup, on n'a pas vu grand chose du match, mis à part de chokeslam, un truc comme ça, quoi. C'était pas terrible, quoi. En fait, le problème aussi, c'est que le match ne pouvait pas se terminer autrement que par tombée ou par soumission, quoi. C'était ça un petit peu le problème du match. Alors qu'un Inferno match, ça aurait été un peu plus, on se serait concentré sur les deux catcheurs et pas sur l'extérieur du ring, quoi. Malheureusement, on est rentré dans une mode PG maintenant et un mec qui se fait brûler en pay-per-view, c'est juste plus possible. 2006, c'est pas encore arrivé, donc il n'y a pas de souci. C'est le dernier vrai Inferno match. Mais là, maintenant, ils peuvent plus faire ça. C'est plus possible de voir un mec se faire brûler, que ça soit la main, le bras, n'importe quoi. Ils vont pas le faire, ça. Ouais, c'est clair. Malheureusement. Le First Blood match, on l'a plus, on n'en voit plus. Et là, l'Inferno match, ils ont ils ont changé le nom, Ring on Fire, bon. Mais c'est malin. D'un côté, on peut dire que c'est très malin. Parce que voilà, quoi, ça donne quand même un aspect spectaculaire. Voilà, c'est spectaculaire. Sans apporter la violence. Donc franchement, d'un point de vue strictement WWE qui veut entretenir son business, c'est vraiment très malin. Ah ouais, non, c'est hyper bien joué. Eh ben, on va passer du feu justement à l'eau maintenant. L'eau qui avait recouvert la mallette au Money in the Bank que Damien Sandow avait remporté le mois dernier, qui lui donne le droit à un contrat pour le titre poids lourd. Il l'avait remporté aux dépens de son ami Cody Rhodes, donc cette fois-ci Damien Sandow, il a pas pu repêcher si. C'est pas lui, c'est Cody Rhodes qui l'avait repêché en fait, mais sacrément amoché. Donc du coup avec une mallette renforcée, un tout beau contrat, Damien Sandow a affronté Cody Rhodes. La mallette n'était pas en jeu et Cody Rhodes l'a remporté au bout de 6 minutes 40 secondes. Donc on va repartir sur leur base pour son analyse. Match très bon, un peu court. J'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Et un pressance unique aussi, où on voit Cody qui clairement domine Sandow, quoi. Sandow, il remonte la tête que de temps en temps, mais pas pour longtemps. Et Cody, il a dominé ce match. Pourtant, je trouve que c'est plutôt Sandow qui devrait avoir l'avantage sur un poids comme Cody. Après, voilà, quoi. C'était peut-être un peu l'histoire du match de dire que Cody a largement dominé Sandow. Match court, sympathique, qui a relancé vraiment le pay-per-view sur un point de vue technique. Voilà, quoi, il a entretenu aussi l'ambiance, même si ça a eu un peu de mal à rentrer quand même le public. Je sais pas si vous l'avez senti pareil que moi, mais voilà, non, c'est un match très sympa, sans plus non plus, mais très sympathique. Et Kevin, t'as la pensé quoi? C'était un bon match et j'ai remarqué, ça a été une impression par rapport à tous les autres matchs. Je sais pas si vous avez eu la même chose, peut-être à part moins sur le main event, mais il n'y a pas eu de temps mort. Dès le début du match, ça a démarré très vite. Et là, finalement, Sandow Rhodes est parti très vite. On a eu tout de suite un affrontement où les deux hommes se sont pas regardés. Donc du coup, ça se donnait du spectacle rapidement. Après, au niveau du match, j'avais eu du suspense. Non, je me suis bien amusé. Bon, après, c'est vrai que c'était pas parfait, mais il y a eu 2-3 bons mouvements de Cody Rhodes, il me semble. Je cherche de Damien Sandow également. Je trouve pas. Non, surtout un bon match de Cody Rhodes. Et après, c'est vrai que le final, ça se passe comment déjà? Il n'y a pas une entreloupe ou un truc dans le genre? Rien du tout, non. C'est très très clean. Hein. En crossroad, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Clean, oui, c'est ça. Ouais, alors c'est ça. C'est ça, oui. Mais clean, il le bat clean. Ouais. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui. Effectivement, c'est exact. Du coup, j'aurais pensé qu'il aurait pris la mallette aussi, mais bon. Mais non, la mallette n'était pas en jeu du coup, donc. C'est dommage. Finalement, on n'avait pas de grande signification peut-être. À part le symbole, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. En fait, c'est un bon match, mais un bon match pour passer à la suite, quoi. Eh oui, mais on passe pas tout de suite à la suite. D'abord l'avis de Tifo. Non, je dis ça comme ça. Hein. Tifo, t'as pensé quoi du match? Alors moi, personnellement, je vais faire mon mea culpa, parce que lors du dernier numéro, j'avais dit qu'un Cody Rhodes, Damien Sandow, ça m'intéresserait pas du tout, que ça allait être ennuyant. Au final,
je me suis vraiment éclaté devant ce match, même si ça a été court. Il y avait du rythme pendant tout le truc. Cody Rhodes a vraiment porté le match. Il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, ça bougeait bien. Donc vraiment très agréablement surpris par ce match. J'ai bien aimé aussi, je connais pas le nom des prises, mais Cody Rhodes prend Damien Sandow sur l'épaule, il me semble. C'était assez original. Et après, pour en faire, pour le retomber sur le sol. Et C'est l'Alabama ça, on Slam. n'a pas. Ah, le Muscle Buster, il avait déjà porté à Money in the Ah Bank. ouais, voilà. Michel. Ouais. Ah oui, il avait porté, mais et là justement, je m'en souvenais pas, et là, ça m'a vachement surpris, et j'ai trouvé ça agréable comme prise à voir, ça change, ça innove le skills de Cody Rhodes, donc vraiment un bon match, vraiment surpris, et bah c'est tout bénef quoi, c'est vraiment bien. Et Cody Rhodes qui avait rasé sa moustache. D'ailleurs, ça t'a pas trop choqué, Renaud? Non, je t'avoue, ça m'a pas choqué, ça m'a, ouais, un peu, mais bon, c'est pas, non, ça m'a pas tant choqué que ça, mais sinon, bah, je vais faire très vite, hein, parce que je rejoins totalement l'avis des collègues. C'est un combat sympa, deux catcheurs plutôt intéressants dans le ring, donc très bon rythme, c'était fluide, l'exécution des prises était très bonne, donc bon petit combat, court mais bon. Et, ouais, et le cash ne semble pas très pressé pour l'instant. Il y a encore le temps, évidemment. Encore Ouais, 15 mois. Et puis, a priori, pour Sando, il y a encore de la marge. exactement. Ça Ben justement, c'est pour ça que dans le match qui suit, le gagnant avait moins d'inquiétude peut-être à se faire. C'était pour le titre poids lourd entre Alberto Del Rio et ses yeux pochés suite à une bagarre la veille dans un bar irlandais, qui affrontait Christian et ouais, j'ai fait l'accent cette fois-ci. Et à l'arrivée, Alberto Del Rio a conservé au bout de 12 minutes 29 secondes malheureusement le One More Match, nouveau t-shirt de Christian d'ailleurs aussi qui illustre ça. Elle n'a pas payé. Qu'en penses-tu, Renaud? J'ai trouvé la prestation de Del Rio encore une fois très bonne. Bon, il est toujours très stiff dans le ring, Del Rio, c'est vrai qu'il frappe assez fort. Christian, lui, dans la domination aussi, mine de rien, il est très bon aussi pour vendre les prises. Quand il revenait, c'était pas mal. Mais juste ce qui m'a un peu gêné, c'était qu'ils s'étaient tellement affrontés les deux en weekly avant le pay-per-view. Ça, c'est très rare aussi que la WWE fasse ça. 2 jours avant, oui. Ouais, 2 jours avant, c'est ça. Je pense qu'ils s'étaient croisés déjà à SmackDown, c'est ça, et puis à Raw aussi. Oui, aussi, oui. Voilà, ouais. Donc, je trouve qu'il n'y avait pas tant de nouveautés que ça. Les mecs pouvaient pas non plus offrir la nouveauté comme ça, quoi, en pay-per-view, alors qu'ils s'étaient déjà affrontés avant. Ça reste quand même un très bon match, très solide, entre deux catcheurs super intéressants. Donc, j'ai vraiment bien aimé le combat en lui-même. C'est un très bon match. Et oui, la foule était quand même bien derrière Christian et j'imagine Tifo aussi, par exemple. Et bah ouais, franchement, ce match m'a vraiment plu, j'ai vraiment été emballé. T'as dit que c'était 13 minutes la durée du match à peu près? 12 minutes 20, ouais. Ouais, bah ça paraît court au final, mais j'ai vraiment, enfin pour moi le match a duré un peu plus longtemps. Enfin dans ma tête, j'avais l'impression qu'il avait duré plus longtemps et j'ai trouvé vraiment ça très bon. L'alchimie entre les deux, elle est juste parfaite. C'est vraiment fluide, les prises sont vraiment réalisées, très très bien réalisées. Et vraiment, il y a eu du rythme et la foule s'en est pas cachée. Elle a chanté des This is Awesome. Et ça arrive assez rarement. Donc c'est vraiment que c'était un bon match, quoi. Vraiment, vraiment content de ce match. La perf de Del Rio était au top. T'as bien fait de signaler qu'il s'était battu parce que je me demandais ce qui s'était fait parce qu'il avait quand même un beau bleu à l'œil et à l'oreille. C'est pas très glam, on va dire, à l'écran, mais vraiment très bon match. Vraiment, j'ai pris mon pied devant ce match. Et oui, dans l'histoire, il a été secouru en fait par Drew McIntyre, dont le grand fan Orbaz a dû apprécier ce sauvetage, j'imagine. Ouais, le match plus généralement, je sais pas. Sauf qu'il n'était pas télévisé, tu vois, le sauvetage Eh oui. de Drew McIntyre, mais bon, il reviendra. Ouais, le match était sympathique. Après, tu disais que le This is Awesome était rare, mais ce que je veux dire, c'est que dans le pré-show, il y en a eu, alors que le match était pas si fantastique que ça, mais les mecs se sont un peu emballés parce qu'il y avait Rob Van Dam dans le ring. Alors du coup, ils ont chanté This is Awesome dès le pré-show. Ce qui m'a... Bah là, tu gâches mon truc, en fait. Ouais, ça m'a un peu refroidi personnellement quand j'ai vu qu'il y avait ça. Enfin voilà. Mais sinon, le match était très sympathique. Les deux travaillaient vraiment super bien dans le ring. Autant je n'aime pas Del Rio au micro. J'ai jamais accroché au gars, jamais accroché à ses discours ou quoi. Toujours quelqu'un qui m'a un petit peu refroidi. Autant dans le ring, enfin il y a une bonne alchimie et tout, donc tout va bien.
c'était un bon match. Bonne alchimie aussi devant ton écran, Kevin. T'as pensé ça aussi? Ouais, pareil, bonne alchimie. C'est dommage que bon, le résultat du match, on savait un petit peu à l'avance, quoi. Je portais aucun espoir sur le fait que Christian allait gagner. Mais sinon, non, le match a été vraiment bon, quoi. Il y a eu de bons petits coups, du souvenir que j'en ai. Il y avait une très belle alchimie, ça marchait très bien entre les deux. Après, c'est vrai que je savais pas qu'ils s'étaient affrontés 2 jours avant, donc bon. Et du coup, ils s'étaient fait un petit entraînement, quoi. Mais sinon, non, franchement, j'ai bien aimé le match. Et bon, le résultat est malheureusement logique. En tout bon fan de Christian que je suis attristé. Je vais d'ailleurs aller me juste revenir, Kevin. Tu dis que le résultat était logique, et moi je pensais vraiment que Christian allait gagner parce que ils nous ont quand même fait une promo sur Christian assez excellente, moi j'ai trouvé. Bah, ça faisait un dernier match de championnat, donc logiquement, bon. Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est la seule ficelle qu'ils ont trouvée pour mettre un peu de suspense. C'est exactement ça, Orban. Ouais, bah, je trouve que c'est bien trouvé, surtout que la promo avec la musique est vraiment excellente. Mais si Del Rio, par exemple, avec sa bagarre de la veille, tard le soir, dans un pub irlandais, il avait fâché les officiels à fond, bah, Christian aurait pu gagner. Ouais, Christian, ils font un délit de faciès sur le gars. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que même si le gars faisait une faute grave, il aurait gardé le titre. Donc voilà, mais franchement non, c'était vraiment la seule ficelle qu'ils ont eu pour mettre un peu de suspense dans le match et ça a marché. Oui. Après, j'espère que ce sera pas son dernier match de championnat. Enfin, j'espère de tout cœur, quoi. Oui, évidemment. Bah, moi aussi, ça c'est sûr. Il est loin d'être fini, hein, ça c'est très clair. Hein. Mais il y en a un qui va avoir un match de championnat prévu normalement. Bah, vu comment c'est parti dès le lendemain à Raw, donc on en parle un tout petit peu tout à l'heure. La Rob Van Dam. Avec Ricardo Rodriguez qui est son manager, vous en pensez quoi? Bah alors moi je vais dire tout de suite, vive la logique, le mec perd son title shot au titre des États-Unis et il arrive comme par magie à avoir un title shot au World Heavyweight Championship. Donc pour moi il y a aucune logique, mais bon ça peut être pas mal parce que on en parlait avec Orban. Hein, il l'a perdu par disqualification. Hein. Ouais mais quand même, le mec il perd. Ouais mais le gars il était sur le point de gagner. Hein. Il était sur le point de gagner. Donc dans la logique, c'est pas grave, tu vois. Bon après ouais, comme on en parlait juste avant l'enregistrement avec Orbaz, le retour de Rob Van Dam est vraiment très bon, je trouve. Et mais je m'attendais vraiment pas que ce soit lui parce que après on a pu voir Del Rio qui disait qu'il était le seul latino et tout. Moi je m'attendais vraiment à un retour de Rey Mysterio pour arriver en feud contre Del Rio, mais en fait pas du tout. Il y a Ricardo Rodriguez qui arrive pour introduire Rob Van Dam. C'est assez surprenant, je vous avoue que moi je m'attendais vraiment à un Mexicain, quoi, à quelque chose pour rentrer en feud comme ça, mais pas du tout en fait. Donc à voir, ça peut être sympa, quoi. Tu t'attendais à Sin Cara? Ah merde, non, il s'est blessé juste avant. Ouais. C'était l'habitude de Sin Cara. Ah, on a parlé de Sin Cara. Oui, voilà, il s'est blessé à l'annulaire, mais c'est pas très grave. Mais qu'est-ce que c'était moche quand même. Mais c'est vrai qu'il a tiré une colère parce que premier saut extérieur et puis il s'est tordu, retourné le doigt. Donc voilà. D'autres avis éventuels sur Rob Van Dam, Del Rio potentiellement pour Night of Champions par exemple. Ouais, je m'attendais à voir Ziggler remplacer donc Christian, prendre la place de Christian. Bon bah finalement c'est Rob Van Dam. On sait qu'il gagnera pas le titre. Je ne le vois pas gagner le titre du tout. Sinon ça risque d'être un peu un foutage de gueule parce que bon, il y a une mid-card pleine de jeunes et tout, etc. On n'en touche pas un, on fait revenir un vieux et on le fait gagner. Ce serait vraiment malvenu de la part de la WWE qui risquerait de foutre un petit peu ses catcheurs à dos. Après bon, ça ferait un mark moment, tu vois, on joue un petit peu entre les deux, quoi. Mais sinon bah le match ça risque d'être un très bon match parce que Rob Van Dam est en forme, donc moi ça me va. Franchement, tant que Rob Van Dam ne touche pas le titre, ça me va. Pareil qu'Orbaz. Exactement pareil que toi. En termes de qualité de match, je l'attends particulièrement, c'est vrai. Orbaz, j'allais dire. Del Rio contre RVD, ça risque d'être du bon. En pay-per-view avec beaucoup de temps, donc ça peut être pas mal. Mais après, sinon, oui, si je vois pas Van Dam toucher au titre non plus. Hein. Eh oui, non, bien sûr, moi aussi, j'avoue. Mais bon, un bon match en prévision. Par contre, peut-être un bon match qui va faire plaisir, je pense à quelqu'un ici. Bon, je déconne évidemment. C'est le match pour promouvoir le programme de télé-réalité Total Divas qui marche très très fort là sur la vie privée des divas, c'est un peu scripté quand même. Entre Natalia et Brie Bella.
La victoire de Natalia après 4 minutes 19 secondes, sachant que c'était son deuxième match du week-end. Et aussi Brie Bella en fait, parce que lors de l'Access, elles avaient lutté beaucoup plus longtemps. Hein. Natalia était associée à Mariam Menounos. Et elle avait battu Brie Bella et Eva Marie, autre nouvelle qui arrive par intermédiaire de Total Divas. Ça va lui à 13 minutes 10. Mais cette fois-ci, Kevin s'est penché avec attention sur ce match de 4 minutes 10. Oh oui. Je me suis beaucoup penché. Énormément, il y avait du monde au balcon à chaque fois. Non, j'en connaissais pas la moitié. S'il y avait les sœurs Bella, Natalia, après les autres poufs, je sais pas qui c'était. Non, sinon le match était bon. Voilà quoi. Le match il y avait Natalia qui faisait le travail, mais en face, bon, ça avait un petit peu du mal à réagir. À un moment, il y a eu intervention extérieure, mais ça n'a pas non plus donné grand chose. En fait, ouais, ça manquait d'intensité, quoi. C'est dommage. Je pense que Natalia et Gilly, ça aurait peut-être pu se donner quelque chose d'un peu plus sympa. Là, on a fait le quart d'heure, repas, boisson fraîche, journaux, ce que vous voulez. Et chant exotique du public, qu'en a pensé Tifo, là, il y avait pas Leila dans ce pay-per-view, tiens. Non, bon, ça après, je trouve qu'ils tournent quand même vachement autour de leur télé-réalité là. Franchement, si tu regardes pas, des fois, t'es un petit peu perdu. Enfin, je vais pas dire perdu, mais ça te saoule un peu quoi. Ouais, tu comprends pas l'histoire. C'est pas, ouais, enfin, ils te font quand même des récaps vite fait, mais après, c'est pas non plus, ça saoule quoi. Mais après, j'aime bien celle qui a les cheveux rouges, là, elle est mignonne. J'aime bien. Eva Marie. Ouais, pas mal. Hein. Mais Oui, c'est tout, sinon, j'ai regardé le premier épisode de ce truc, c'était sympa, mais j'irai pas non plus à regarder la suite, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Oui, sachant que John Cena est le compagnon de Nikki Bella. Nikki Bella, ouais. Ouais, et Daniel Bryan, celui de Brie Bella, voilà. Et Tyson Kidd avec Natalia, voilà pour les petits potins. Qui a des cheveux. Je crois qu'il y a un frère Ouzo aussi avec. C'est avec Naomi, ouais. Voilà. C'est lequel des Ouzo? Jimmy ou Jay, je sais pas. Parce que l'autre sort avec Leila, en fait. Oui. Ouais. De toute façon, c'est scripté de A à Z, hein, leur truc. Ah, c'est ça. Non, Bon, après, même c'est sympa même si les relations amoureuses sont vraies. Oui. Après, ce qui est sympa, tu vois quand même un peu à l'extérieur, quand même, malgré que ce soit scripté, ça reste sympa de voir à l'extérieur. C'est plutôt marrant, quoi. Enfin, après, c'est pas non plus du haut niveau. C'est très léger. Le premier épisode, ça va, mais après, on part sur les relations diva catcher. Très souvent, il y a très peu de WWE, du coup, c'est pas terrible. Du coup, je vous finis sur le match. Pour moi, le match se résume à 3 tentatives de sharpshooter et c'est fini. Oui, qu'est-ce qu'elle vend mal, le sharpshooter c'est clair, c'était Brie Bella. C'est clair. C'est une catastrophe. Voilà, le match était pas bon. Ça fait vraiment regretter les AJ Clean, quoi. C'est des matchs de 8 à 9 minutes, on passe de nouveau à un match de 4 minutes. Same old shit, comme diraient les autres. Hein. Ah ouais. Mais on va changer, c'est pas l'old shit cette fois-ci quand même. Vu que c'est un match sans disqualification, donc comme tout à l'heure, Buster, je crois que tu l'avais évoqué, que Paul Heyman l'avait dit dans le kick-off, ce serait un match sans disqualification entre Brock Lesnar et CM Punk, c'est-à-dire The Beast versus The Best. Et arrivé, c'est The Beast qui l'a emporté au bout de 25 minutes 17 secondes avec une stipu qui a eu son effet, vu que CM Punk, un peu distrait par les interventions de Paul Heyman à force, s'est fait manger par le F5 à l'arrivée sur une chaise. Et qu'en pense Renaud de ce match? Moi, j'ai trouvé le combat énorme. Franchement, pour moi, là, à la fin de l'année, on va en reparler. Je pense qu'il peut faire vraiment partie du top 5, top 3 même peut-être, des meilleurs combats. Parce que... Du top 1. Ou peut-être, ouais, franchement, hein, en tout cas, il a vraiment la possibilité, le potentiel, c'est un combat énorme. Je pense que c'est le meilleur combat de Lesnar depuis qu'il est revenu à la fédération. Même si j'avais bien aimé son affrontement contre Triple H à WrestleMania 29 notamment. Mais la construction elle est parfaite, quoi. La technique de Punk, la brutalité de Lesnar, le scénario du match, tout était super bien fait. Franchement, il y a de tout. C'est vraiment un match qu'il faut regarder et revoir dans les années à venir et prendre plus de valeur. Donc je le conseille fortement. Et puis, en plus, Brock Lesnar, lui, il a battu vraiment les meilleurs du business. C'est un mec quand même qui a battu le Rock. Il a battu qui? Il a battu Triple H, il en a battu plein. Lesnar, il a battu pratiquement tout le monde. Il manque Punk alors finalement, voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'allais en venir là, justement.
Il a battu Hogan, il a battu Flair, Booker T, Van Damme, enfin voilà, il les a tous vus. Mais il lui manquait Punk et c'est la nouvelle génération, ils s'étaient jamais croisés, c'était leur premier affrontement. Et là, il inscrit CM Punk dans sa liste, quoi, parce que CM Punk maintenant c'est un vrai main eventer confirmé. Et d'avoir CM Punk dans sa liste, ça le fait aussi, quoi. Donc franchement, super combat, énorme match, magnifique. Et oui, CM Punk qui du coup est loin d'en avoir fini avec Paul Heyman, ça peut s'éterniser pas mal ça. Et qu'en as-tu pensé Tifo du match? Et ben moi je dirais putain de merde que c'était bon quoi. C'est comme l'a dit Renaud, c'était vraiment un match exceptionnel quoi. L'intensité, enfin la violence, c'était intense. T'avais vraiment l'impression que les deux réglaient leur compte quoi. C'était vraiment très très bon quoi. Ça allait dans tous les sens et ouais voilà quoi. Après y a pas d'autre chose à dire quoi. C'était vraiment génial quoi. On va pas, je vais pas épiloguer plus quoi. J'ai pris mon pied, c'était top quoi. T'as changé de pantalon? Ça, on va rester discret là-dessus, mais ouais, enfin voilà quoi, c'est. Non, mais franchement, que demander de plus là-dedans quoi. La feud est déjà bonne, et après bah ça règle leur compte. Il y a de l'intensité, c'est l'intensité de la feud qui ressort dans le match quoi. C'est simplement ça, donc c'est vraiment top quoi. Après, je suis déçu que ce soit pas CM Punk en tant que grand fan de CM Punk, mais après ça reste un détail quoi. Oui, surtout qu'il est loin d'en avoir fini, donc c'est à voir, oui, c'est sûr. Et Kevin, toi tout à l'heure, tu te réjouissais du retour justement des gloires, ben en voilà une, je crois, qui a dû te faire plaisir, non? Ouais, et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez, dès le début des matchs, quand la cloche elle sonne, il y a Punk qui se jette sur Lesnar et dès le début on sait que ça va être un gros match parce que Lesnar il l'attrape et à ce moment-là on se dit soit il le massacre au sol et il termine, soit il le pousse dans les cordes et du coup il l'emmène dans un des coins du ring. Mais dès le début quand on voit ça on se dit on est parti pour un gros match, puis derrière voilà quoi, c'est juste énorme quoi. Paul Heyman il intervient juste quand il faut, au bon moment, juste ce qu'il faut, il en fait ni trop ni pas assez. Et puis le coup avec la chaise et tout, c'est énorme, que ce soit Lesnar qui se fasse broyer la tête ou alors le finisher de Lesnar dont je n'ai plus le nom. Le F5. F5. Voilà. Que Punk se prend dans la tête. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas il se l'est bien pris dans la tête quoi. Il a atterri juste qu'il fallait. Et franchement non, enfin pour moi ouais, c'est le match de l'année pour l'instant. Du peu que j'en ai vu, hein, mais en tout cas c'est le match de l'année quoi, clairement. C'est même le Triple H, le WrestleMania, il est pas aussi, il était costaud celui de WrestleMania, mais il était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'électricité quoi. Là, on pouvait pas rater une minute quand on clignait des yeux, c'était fini, quoi. On avait raté quelque chose de bien. Et oui, et puis bah ça change. Un an après, une bouillie entre Brock Lesnar et Triple H qui avait agacé beaucoup quelqu'un là ici hors bas, je crois. Et du coup, là, t'as dû te faire plaisir cette fois-ci. Ben là j'ai adoré et je profite du coucou habituel à Sylvain Carnelec pour tous les matchs de Brock Lesnar. Voilà, mais là pour une fois, tu vois, il serait là, je serais en grande communion avec lui parce que ce match était formidable. J'aime beaucoup ce match en plus, c'est l'aspect personne n'y perd, c'est-à-dire que Brock Lesnar a eu une victoire et c'était un peu difficile pour lui, donc depuis son retour, je crois qu'il était à 50% de victoire, quelque chose à la con comme ça, tu vois. Oui, c'est un peu gagné, un peu perdant, grosso modo. Voilà, quoi, ça fait vraiment du bien d'avoir un Brock Lesnar gagnant, ce qui un peu réaffirme son côté brut et qui réimpose ce statut, quoi, parce que bon, si Punk gagnait là, ça fichait quand même un sacré coup à son palmarès, on va dire, depuis son retour. Et de l'autre côté, t'avais Punk qui a tout donné, qui a eu ses instants, qui a dominé, qui a montré qu'il avait vraiment cette attitude de puncher très satisfaisante, quoi, de voir un gars comme ça qui fait 2 fois moins que Lesnar, mais qui arrive à pratiquement le dominer. Et ce qui était bien aussi, c'était autour avec Paul Heyman. Et du coup, tout ça, tout regroupé, ça donnait vraiment un énorme match, un match qui mérite pratiquement les 5 étoiles, quoi. C'est vraiment un très grand match. Et oui, David n'a pas pu abattre Goliath, comme le fait remarquer un petit peu Kevin, en gros. Un petit peu, tout petit peu. Tu voulais parler de la plaie, c'est-à-dire?
l'ouverture que Punk s'est fait dans le dos. Je sais pas si vous l'avez C'est pas c'est inhérent parce que c'est vrai que Lesnar, lui, on le sait, il retire rarement ses coups, ouais, donc faut tenir. Vous avez pas fait gaffe? Dans Si, le, si, Moi, si, j'ai vu, si. c'est niais. au niveau du rein droit de Punk, il y a, je pense qu'il doit y avoir bien 5 cm. Ah, mais contre Lesnar. Ah oui, bah d'ailleurs, il a dû encore se faire poser des points, donc, Ouais, ça m'étonne pas, ouais, c'est bien fait ouvert. Quoi. Ouais. C'est dommage que ça saigne pas un peu plus sur le ring. Enfin, si à un moment on voit un petit peu une flaque. Ici, dub. Bah ouais, carrément. Et à certains moments, c'était un petit peu ça, quoi. Après, la table des commentateurs espagnols en a pas pris un coup. Eh oui. Il me semble. Elle reste intacte, non, il me semble. Eh oui. Toujours intact. Une fois. Je crois que ça fait quand même quelques pay-per-view qu'elle a Deux pas... pay-per-view de suite qu'elle a tenu. En fait, c'est depuis qu'ils ont fait un espèce d'analyse sur le site WWE que la table ne prend plus de coups, en fait. Ah oui, Je c'est sais pas ça. si vous avez remarqué. Ah oui, C'est bah effectivement, bonne Elle est en analogie, pleine oui, streak. c'est vrai que c'est Elle est en curieux, ça. pleine streak, imbattable. C'est ça. Il y a juste eu le dessus de la table qui a servi, là, pour un double stomp, là, sur CM Punk de Lesnar, mais sinon, ça va. Je me souviens qu'une fois, je sais plus à quel pay-per-view, CM Punk voulait l'utiliser et puis il a fait ah non en fait non on va pas l'utiliser cette fois-ci. Ça m'avait fait bien Ah rire. oui, Je il y a sais deux plus c'est pay-per-views auquel. là, oui, je crois, c'était celui avant Money in the Bank, donc, Payback, je crois. Ouais. Ouais, c'est possible. Sûr, mais il me semble. Ouais. Non, voilà, bah, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce grand match, qu'il faut absolument voir, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. C'est un grand N'hésitez pas, classique, n'hésitez pas. intemporel, je crois, à mon avis, d'ores et déjà. Le fait qu'il y ait eu la stipulation no disqualification, ça a vraiment bénéficié au match. Parce que, à mon avis, sans, ça aurait eu beaucoup moins de saveur. Hein. Je sais pas pour vous. mais Ben je oui, pense parce que déjà, qu'on Paul Heyman ne serait jamais intervenu Voilà. pour ça, il n'y aurait jamais eu ce jeu-là, donc forcément. Et puis en plus, Punk aurait pas eu de... Enfin voilà quoi, voir Punk dominer sans foutre un peu des chair-shots avant à Brock Lesnar, ça me paraît quand même assez compliqué Ben, quoi. c'était judicieux, justement. C'était pour équilibrer aussi le rapport de force, on va dire. Ouais. C'est aussi ça, et puis les Brock Lesnar, là, depuis qu'il est revenu, on comprend bien qu'il lui faut des matchs à stipulation. C'est là où il est le plus intéressant aussi, Eh oui. dans son On l'a côté bien vu l'année vestiaire. dernière, hein, contre Triple H, sans stipule, ben, c'était de la merde. Ouais, voilà, ouais, exactement. Voilà. Et son match en cage à Extreme Rules, moi je l'avais trouvé particulièrement bon aussi contre Triple H, donc voilà, dès qu'on le met dans une stipulation, c'est très intéressant. Eh oui, donc on verra son prochain match, avec attention. Contre qui, surtout? C'est une redite peut-être contre CM Punk, à voir. À mon avis, là, on est plus parti contre Curtis Axel, apparemment, je ne sais pas. Mais à voir s'il tiendra, oui, voilà, c'est à voir, ouais, toujours, c'est un peu, bah, toujours la guerre avec Paul Heyman, quoi, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'on peut passer à la suite avec un match bah, qui a d'un coup endormi le public. Ça adore faire ça en général après un gros match, parce que c'était quand même un des deux main events annoncés. Brock Lesnar CM Punk, elle a mis un match, d'habitude c'est un match diva, là c'est un match semi-diva, un match mixte par équipe, avec Dolph Ziggler et Kathleen qui ont battu Biggie Langston et Edge Lee au bout de 5 minutes 46 secondes. Aucun titre en jeu, en l'occurrence pas celui des divas de Edge Lee, du coup seule la victoire en jeu entre l'ex d'Edge Lee, l'ex d'Edge Lee et la meilleure amie d'Edge Lee qui ont gagné. T'as pensé quoi, Tifo? Oh putain, faut vraiment penser quelque chose de ce match. Je sais pas. C'est quoi? Oh, parce que voilà, y a pas eu grand chose. Voilà, c'était assez proche du néant, je veux pas dire, mais y a pas eu grand chose. Voilà, on remarquera juste que Ziggler nous fait une petite pente descendante. Donc c'est un peu triste pour lui, donc j'espère qu'il va vite rebondir. Voilà. D'autres analyses sur le match? Ouais, la pente descendante de Ziggler, elle va être très courte. Hein. Oui, À parce mon qu'à mon avis, avis, ouais, à mon avis, C'est Oui. vraiment juste pour Ah. se débarrasser de l'histoire avec Biggie surtout Langston. qu'on en parlera et juste Edge après, Lee. mais à mon avis, la blessure de Cena a l'avantage en quelque sorte, Ah surtout ouais, qu'il est ouais, engagé ouais. dans une histoire aussi qu'il est un peu allié à Daniel Bryan. Et le mec a clairement la foule avec lui. Il a clairement le charisme pour être au top. Je vois pas comment la WWE ne peut pas utiliser ça. Et bon, ben voilà quoi. Il va être, à mon avis, il va remonter très très vite la pente. Et oui, même s'il a lutté à Superstar, même s'il a lutté à NXT cette semaine, mais ouais, effectivement. Il va remonter. Parce que t'en penses, Renaud, parce que c'est vrai qu'une victoire comme ça, en plus cleanement, parce qu'il a piné Langston qui est quand même un poids lourd. Ouais, moi je rejoins totalement hors base, et je l'espère, parce que de toute façon c'est se tirer une balle dans le pied, hein, de pas utiliser Ziggler à sa juste valeur. Là, de voir Ziggler à SummerSlam dans un match comme ça, c'est quand même triste, quoi. Ouais, surtout qu'il était champion il y a de ça 2 mois, même pas. Ouais, voilà, il défendait sa ceinture encore. Je crois que c'était à Payback qu'il a défendé. Oui, à Payback, oui. Voilà, c'est ça. Bon, voilà.
Il va remonter, et puis la foule est trop derrière lui pour qu'il remonte pas. Il a le talent pour. La foule qui est derrière lui, ça va se faire, mais j'espère vraiment quand il va remonter, qu'il reste, quoi. Qu'il se stabilise quand même au top, quoi. Voilà. Peut-être un upcard ou main eventer, mais voilà, que ça soit vraiment intéressant. Là, bon. C'est pour finir avec Biggie, et puis il va passer à autre chose très vite. Eh oui. Et Kevin, t'es passé à autre chose, là, entre les deux main events, ou tu t'y es attardé sur ce match? Ah non, j'ai tout regardé de A à Z. Du début à la fin, j'ai tout regardé. J'ai surtout regardé Ichili pendant le match. Après, non, c'est dommage pour Ziggler, quoi. C'est une petite descente aux enfers, là, mais bon, j'espère que ça durera pas, parce que c'est un talent gâché, sinon. Mais après, pour le match en lui-même, bon, voilà. Enfin, j'ai regardé pour regarder, quoi. Mais après, je me suis pas non plus attardé dessus. J'attendais le main event avec grande impatience. Eh oui, on va y aller ça avec sans plus d'impatience, je dirais. Vers le main event pour le titre de la WWE, ce fameux match très discuté en interne, évidemment, très discuté par Vince McMahon et Triple H et compagnie. Triple H qui était l'arbitre spécial d'ailleurs du coup, entre le champion John Cena et Daniel Bryan pour le titre de la WWE, et Daniel Bryan l'a emporté après 26 minutes 54. Bon, j'ai pas embrayé tout de suite. Pour l'instant, on va parler du match alors en lui-même, qui a été quand même d'énorme qualité, je pense. Personnellement, moi, je le mets même en match de la nuit. Je sais, c'est un peu abusé, peut-être par rapport à l'autre match, mais un peu plus au-delà. Ouais, voilà. Avec des trucs, des moves qu'on voit que sur le circuit japonais. Je sais pas ce que t'as pensé, Kevin, justement. Je reviens vers toi. Ouais, le côté japonais pour Bryan, un peu plus que pour Cena, qui me semblait un petit peu sur la retenue à cause de sa blessure sur certains mouvements. Mais sinon, ouais, Bryan, il a fait le travail, quoi. C'était juste génial. Après, la fin, on va évidemment en reparler. J'étais un petit peu déçu, mais bon, vu que j'avais du mal à suivre, quand on suit, c'était totalement logique. Mais vu que je suivais pas, évidemment, je suis un peu resté sur ma fin. Mais sinon, dans le match en lui-même, il est juste parfait, quoi. Bryan joue le jeu à fond, il fait même un STF à un moment. Il résiste bien sur les finishers de Cena. Non, il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de faux de la part des deux, quoi. Il n'y en a pas un qui fait l'attentiste ou il n'y en a pas un qui joue mal le jeu, quoi. Ils sont vraiment dans les deux à fond. Et il me semble que c'était ici qu'on avait parlé de ça. Du fait que quand Cena affronte un grand catcheur, il est capable de se mettre à son niveau pour faire de gros matchs. Mais oui. Et là, ça a été prouvé une fois de plus. Eh oui. Et puis Daniel Bryan surtout qui gagne hyper clean avec le running knee à la fin. Ça t'a impressionné, Renaud? Tu t'y attendais? Ah non, moi, je me suis dit que peut-être avec la blessure au coude de John Cena, et vu qu'ils sont, disons qu'ils sont un peu beaux-frères dans la vraie vie, je me suis dit peut-être que Cena, il allait taper pour Daniel Bryan. Parce que John Cena qui tape, alors moi, j'ai plus revu depuis 2003, où il avait tapé face à Kurt Angle, mais bon, à l'époque, en 2003, John Cena, il était pas du tout main eventer. Ah oui, il a 3 ans à la PW, donc c'est différent. Ouais, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Content la formation, tout ça. Donc, ouais, donc là, qui gagne clean, Daniel Bryan, c'est super aussi. C'est voilà, coup de genou, j'ai rien vu venir. Perso, je m'attendais pas que ça fasse 3, mais s'il aurait gagné par soumission, je trouve que ça aurait été encore plus énorme. Mais sinon, combat en lui-même, la prestation de Daniel Bryan, elle est gigantesque. Encore une fois. Alors moi, je dirais peut-être pas que c'est le match de la soirée pour moi personnellement. Je le place en dessous du Lesnar Punk. Ça reste un très très grand combat. Par contre, voilà, je trouve que peut-être sur le début, c'est un peu lent à se mettre en place. Après, ça monte crescendo, mais peut-être ouais, c'est un peu lent à se mettre en place. Et puis, faut quand même se rendre compte que John Cena, il a une énorme blessure. Hein. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'il en a pour 4 à 6 mois. Il s'est fait opérer quand même du coude. Voilà. Je veux dire, c'est quand même une opération du coude. Là, il avait la protection, c'est pas rien. Si vous avez vu des photos de son coude, ou même des images qu'on a vues, il a un coude énorme. Il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui seraient montés sur le ring pour faire un match comme ça. Donc sur ça, moi je suis pas fan de John Cena, mais sur ça, il n'y a rien à dire. Il s'est donné à fond comme il pouvait. Voilà. Et Daniel Bryan, lui, il avait les clés du match. C'est un catcheur superbe, extraordinaire. Donc voilà. Juste sur le match en lui-même, comme t'as dit qu'on devait parler juste du match en lui-même. Oui, parce qu'après on reviendra sur. Voilà, après on va revenir sur la suite. Je trouve que voilà, le match en lui-même, il est superbe. Super main event, très bon combat. Et j'ai noté aussi que Triple H avait déjà fait l'arbitre à SummerSlam 2011, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez récent. Tout à fait. Et voilà. D'ailleurs, j'étais étonné qu'il ne l'ait pas réutilisé. Parce que il encule bien Cena, pour être un peu cru. Et du coup, je suis étonné que Cena ne l'ait pas réutilisé. Le match est très bon. Un peu en dessous de CM Punk Lesnar, mais à mon avis, c'est parce que les deux gars ont tenté quelque chose.
C'est-à-dire qu'ils ont tenté des mouvements qu'ils ne font pas d'habitude. Même Daniel Bryan est un peu sorti de son registre WWE, mais bon, on va dire que le gars quand même savait le faire, quoi. C'est voilà. Mais il y avait quelques approximations, des petits fails par-ci par-là, quoi, mais pas trop non plus. Donc du coup, c'était très sympathique. Et puis cette monstrueuse Lariato, là, je sais pas si je dis le bon terme, mais voilà, quoi. C'était monstrueux. Il a décapité là-dessus Cena sur Bryan. Et puis voilà, quoi, le match était vraiment très très osé en termes techniques, surtout pour un gars qui est blessé au cou. Et après ça, si on se dit pas que Cena est quand même un mec qui gère dans le ring et qui a vraiment sa place à la WWE, je ne sais pas ce qu'il faut, parce que les deux ont sorti une grande prestation. Et si Daniel Bryan a fait un excellent match, Cena a réussi à se hausser à son niveau pour au moins faire une prestation égale. Et Tifo aussi impressionné par la prestation de Cena et le résultat final, un peu surpris. Moi, pour tout vous avouer, j'ai vu les 5 premières minutes du match. Je vais vous expliquer pourquoi. Je commence à regarder ce match, et là, je me fais spoiler le résultat, donc ça m'a fait péter un câble et j'ai pas voulu regarder la fin. Voilà, c'est tout. Dommage. Alors, faudra y aller. Je le regarderai évidemment, mais sur le coup, ça m'a... Mais sur le coup, ça m'a vraiment énervé. Parce que voilà, j'attendais ce match depuis vraiment longtemps. Et voilà, il suffit d'un simple SMS d'un petit con, dont je tairai le nom, qui me... non, mais vous connaissez pas, mais bref. C'est pas moi pour une fois, je suis Mr. Spoiler d'habitude. C'est vraiment frustrant. Même pas. Non, c'est vraiment personne de l'équipe, mais c'est vraiment frustrant de se faire... De toute façon, il se reconnaîtra. Oui, je pense, oui, s'il écoute, oui, je pense. Mais c'est vraiment frustrant, quoi. Ça m'a dégoûté. Vraiment, sur le coup, j'étais vraiment dégoûté, ça. Puis voilà. Sais, j'ai spoilé Vincent, donc je sais que ça dégoûte, ouais, quand on spoil. C'était ma petite histoire personnelle. Le pire, c'est que t'as loupé quand même les meilleures parties du match, parce que le début est assez, étrange. On voit Cena dominer, ce qui est pas vraiment son habitude, hein. Non, mais je me doute bien, mais je regarderai le match plus tard, mais là, pour le moment, j'ai pas encore tout à fait digéré, on va dire, quoi. Ça me l'a vraiment foutu mal, quoi. En parlant des trucs. Ouais, vas-y, on passe. En fait, voilà, quoi, le match commence un petit peu bizarrement, mais après, il s'emballe, quoi, c'est ça qui est bien. Bon. Oui, c'est ça, oui. C'est bien, beaucoup de temps d'expression car un match de plus de 25 minutes, c'est sûr. Compte tenu de l'état physique de Cena, c'est impressionnant. Justement, Tifo, je vais revenir avec toi parce que tu parlais d'un truc qui doit être énervant. Donc là, à mon avis, tu as un avis assez tranché sur ce qui suit. Daniel Bryan a eu le temps de savourer un tout petit peu, le temps de confetti et de pyro, et puis ensuite Randy Orton, qui a la mallette pour le contrat à la WWE, s'est pointé. Puis finalement, il a un peu rebroussé le chemin, et Triple H, qui était resté sur le ring, a infligé le pedigree à Daniel Bryan, et puis ensuite Randy Orton a encaissé son contrat, et pour un match qui a duré officiellement 8 secondes, donc il est ressorti champion. Donc du coup, on est parti vers une guerre de Daniel Bryan contre le pouvoir, je pense. La corporation, t'en penses quoi, Tifo? Comment dire? Bon, après, j'ai quand même regardé la fin pour voir quand même l'arrivée d'Orton et tout ça. Et quand je vois le pin final, même si je me suis fait spoiler, t'as pas l'impression qu'il y a Orton qui va arriver. Tu vois quand même une célébration avec des confettis. C'est vraiment bien fait. Ça a voulu brouiller les pistes en fait. Et au final, t'as quand même, parce que t'as l'impression que ça va se finir sur ça, sur les feux d'artifice et tout. Et au final, t'as quand même Orton qui arrive pour gâcher la fête. Tu te demandes s'il va cacher. Oui, non. Au final, oui. Et le Triple H qui fait son pedigree, ça, mine de rien, ça je savais pas qu'il en faisait un. Donc mine de rien, ça m'a surpris. Et donc après, la victoire d'Orton, qui a rien eu à faire, qui a juste eu le compte de 3. Voilà quoi. Après, c'était mine de rien, c'était quand même attendu quoi. Beaucoup sur le net, on a pu voir que beaucoup émettaient cette hypothèse, donc pas plus surpris que ça, mais après ça suit la logique comme quoi la famille McMahon ne veut pas voir Daniel Bryan champion de la WWE quoi. Et oui, puis ça s'est bien affirmé aussi le lendemain bien sûr à Raw avec tous les contestataires contre la décision de Triple H, forcément se sont frottés à The Shield,
garde Shurn et Randy Orton pour la 10e fois champion du monde. Il rejoint ceux qui ont été 10 fois champion du monde, 7e titre de la WWE. T'as pensé quoi de ça justement? Content de Orton champion, Kevin? Content non, parce que j'aurais bien aimé que Brian y garde son titre. Mais par contre, j'ai adoré le passage. Donc on fait tout comme disait Tifo. On a la pyro, les confettis et tout. On se dit c'est fini, ça y est, Brian est champion. Puis Orton arrive. Et on se dit tiens, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il va en cacher la mallette? Mais bon, ça faisait un quart d'heure que Brian fêtait son titre. Donc du coup, on se dit c'est un bon moyen de faire de la promo pour les prochains épisodes d'Euro. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit vivant le lendemain. Et après, voilà, il fait demi-tour, il s'en va, il revient, et là, Triple H qui fait le pedigree et qui célèbre Orton. Pour le coup, j'étais un petit peu choqué parce que moi, je suis resté sur WrestleMania 25 et le fait que Orton était quand même le pire ennemi de la famille McMahon. Donc là, bon, d'un coup, ils s'aiment, ils se font des bisous, je sais pas pourquoi. J'ai eu un petit peu de mal à suivre. Mais sinon, non, par contre, c'est super bien joué. Enfin, au niveau du truc, c'est super bien joué. Et puis, à noter une chose quand même, c'est que Daniel Bryan vend les pedigrees vachement mieux que l'Undertaker, je trouve. Un gabarit plus léger aussi. Ouais, il s'est bien fait éclater la tête quand même. Quand on regarde, il y va, quoi. Il met la tête et tout ce qu'il faut. Donc, au moins, là, il a donné de sa personne. Eh oui. D'ailleurs, tu dis justement que Triple H dit qu'il n'aime pas Orton, forcément, vu que il y a quand même une sacrée bataille que Kevin évoquait, notamment autour de WrestleMania 25. Et là, justement, c'est un paradoxe, mais qui revient un peu vers son mentor de l'époque d'évolution, plus par choix de corporation, quoi, voilà. Ouais, tout à fait. Après, je trouve que en fait, c'est très bien joué. Cette scène est très bien faite. Hein. Il y a une mise en scène géniale. La WWE a vraiment très bien travaillé, surtout sur cette fin, avec les pyros, tout ça, etc. Et voilà quoi, Brian qui fête son titre, il y a tout le monde qui est content, etc. Et on voit Triple H qui reste sur le ring, et voilà quoi, il y a tout le monde qui était genre non, surtout fais pas ça. On s'en doutait que ça allait arriver, on espérait pas que ça arrive, et du coup on a cette sensation de un peu empathique quoi, c'est de se dire non quoi, faites pas ça à ce mec, il le mérite tellement, et c'est très très bien joué quoi, c'est vraiment une fin qui est là pour te dégoûter, mais en même temps te dire le mec il a eu ça, maintenant va falloir que les autres paient, et du coup suis-ro parce que putain ça va dégommer. C'est une fin de pay-per-view vraiment géniale et qui va rester dans l'histoire à mon avis, surtout si Daniel Bryan devient le visage de la fédération. En fait, Orton, j'y repensais, c'est un peu le briseur de Mark Moment, en fait. Là, il nous fait le coup avec Brian, il nous l'avait fait la même une semaine plus tard avec Christian. Enfoiré, quoi. C'est mon premier titre de champion du monde. Eh oui. C'est ça, c'est totalement ça. Eh oui, celui qui brise un petit peu, ouais. Il t'a brisé, Renaud, un petit peu, Randy Orton sur le coup. En fait, sur le coup, tu te dis non, pourquoi faire ça, Daniel Bryan, c'est pas possible. Le casse-délire, quoi. Franchement, on est tous là, on est tous à fond derrière Daniel Bryan et c'est terrible. Mais c'est que du bénéf pour Daniel Bryan, cette histoire. Ça va lui permettre de rester au top et d'affronter la corporation McMahon. Ça va être super. Puis Randy Orton, voilà, on en avait déjà parlé sur le pay-per-view Money in the Bank. Il était obligé de passer par la mallette, ce mec. Il était tellement, il était plus intéressant, Randy Orton, alors qu'il était au sommet du monde en 2009, 2010. Il fallait vraiment qu'il encaisse la mallette, qu'il ait la mallette déjà, qu'il encaisse et puis qu'il tourne surtout. Voilà, c'est ça. C'est que lui, il fallait qu'il change vraiment de comportement. Pour Daniel Bryan, en fait, voilà, sur le long terme, ça va être très bien. Il va accumuler les main events, il sera là, j'en suis sûr. Il va lutter sur plusieurs mois et puis il aura de nouveau la ceinture. C'est une certitude. Et puis l'absence de Cena. Voilà, en plus, John Cena, il n'est plus là. C'est vraiment, mais tous les paramètres sont là pour que Daniel Bryan devienne vraiment le champion de la Fédé, le champion, quoi. C'est tout. Il y en a même qui l'ont comparé en quelque sorte à un Steve Austin, pas dans le même style évidemment, mais dans le même genre d'opposition à le pouvoir. Oui, parce qu'il aura l'opposition face au pouvoir, ça sera la star numéro 1, Bryan, là. Ça va être vraiment sur lui ça va être misé sur lui. Les choses, ça va tourner autour de lui, hein. En deux genres différents, vraiment, Daniel Bryan risque d'être le nouveau Steve Austin, ouais. Notamment dans le fait que, là, on l'a vu dans le dernier Raw où il s'est fait un peu avoir partout, mais à mon avis, il va avoir un peu de soutien, mais ce sera le leader d'une sorte de rébellion, et du coup, cet aspect de rébellion, ça va vraiment faire penser à Steve Austin, et ça risque d'être vraiment génial.
tout ça, et ça donne vraiment envie de continuer à regarder la WWE, ce qui, il y a 3 mois, était un peu impensable, parce qu'on s'emmerdait. Des fois, pendant les Raw, on s'emmerdait. Et là, on attend Daniel Bryan, du coup, ça crée une attente, et à mon avis, ça va se voir, quoi. Il y a plus de gens qui vont regarder le show. Et par contre, Brosty, juste une chose, je crois que Randy Orton, c'est le premier Mr. Money in the Bank à encaisser sa mallette sans faire une prise. Et à gagner Oui, le match. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais, Non. Non, mais sans faire de non, prise, non, je dis. non. Daniel Bryan avait gagné de la même façon face au Oui, Big contre Show. le Big Show, c'est vrai que Il Ah est oui, avec Mark arrivé Henry, et il est arrivé, les chaises, ouais. Il avait fait le même que Randy Orton. Ah oui, exact. Ouais, d'accord. c'est vrai qu'on était habitué à d'abord l'arbitre qui faisait se lever quand même le gars qui était à terre. Ouais. Et là, non, même pas. C'est vrai que Daniel Bryan, ouais. Le bleu, c'est assez aléatoire, quoi. C'est vraiment, ouais, on fait comme on veut, quoi. Il y a un manque de logique à ce niveau-là, mais bon, généralement, on va pas dire, ouais, c'est dégueulasse, vous l'avez pas fait relever. Enfin, voilà, Et quoi. puis là, l'arbitre est Triple H, les gars, donc bon. Ouais. Eh ouais. D'ailleurs, dans la mise en scène aussi, Triple H arrive sur King of Kings, qui est son theme song après The Game, après Play the Game, qui n'a pas le truc de la WWE, voilà quoi. Il y a toute une mise en scène qui fait que bon, les événements coulent un peu de source et qu'au final, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est magnifique quoi comme fin. Même si on est dégoûté, c'est magnifique. Et ouais. Bah, Kevin, ça va t'inciter à regarder un petit peu par la suite ou rendez-vous à WrestleMania? Oh non, rendez-vous à WrestleMania. Non, par contre, non, franchement, quand le show s'est terminé, j'avais envie de regarder Raw. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Vous en doutez bien, je vous rassure tout de suite. Mais non, par contre, ça donne envie de voir le prochain, Night of Champions, voir un petit peu ce qui va se passer. Et franchement, non, là, par contre, c'est super bien joué parce que je pense que le Brian Orton peut peut-être nous mener jusqu'au 30e anniversaire. Ou est-ce que le Lesnar Rock est vraiment prévu Lesnar Rock, c'est une rumeur très très ancienne maintenant. Je pense que les plans ont changé. La rivalité McMahon contre Bryan risque franchement de monopoliser. Ce sera vraiment la guerre de pouvoir à mon avis qui va prendre le pas. Et ouais, on est parti pour WrestleMania 30 à mon avis. Mais est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va tenir aussi longtemps? Parce qu'il reste quoi? Il reste que 6 mois, non? Et l'inconnu, ça va être de voir s'ils attendent le retour de Cena aussi pour régler le truc. Ouais, c'est Cena, ça, les gars. pas d'accord aussi avec le choix, donc. Ouais. Pour moi, franchement, le scénario serait que Bryan va se faire barrer la route pour le titre WWE. Donc il va perdre un Night of Champions, sûrement. Il va avoir des rivalités autour, concernant sûrement Triple H. Et il risque de gagner le Rumble pour moi. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen que Daniel Bryan devienne le visage de la WWE, c'est lui faire gagner le Rumble, lui faire le main event de WrestleMania et qu'il gagne WrestleMania. Pour moi, ce serait parfait. Ce serait le meilleur moyen et là, Daniel Bryan serait indiscutable. Eh oui, ouais. Une sacrée revanche par rapport aux deux WrestleMania précédents, surtout. Ce serait vraiment le scénario parfait. Après, à mon avis, il y aura sûrement quelques couilles qui font que j'aurais eu tort. Mais bon. Après, vous prenez ce scénario, vous le prenez pas, mais moi, c'est mon avis. Ce sera un beau scénario. On verra bien, hein. De toute façon, la suite qui s'écrira, donc, déjà le mois prochain, ouais, comme tu l'as dit. S'il n'y a pas d'autres analyses, je pense qu'on peut passer aux quelques réactions auditeurs du pay-per-view. On n'a pas fait la partie décor. On a oublié la minute décor. Décor. C'est la partie Kevin, ça. C'est ma partie à moi, c'est la minute décor. Il y a pas de cage cette fois-ci, hein. C'est la minute Valérie Damido. Ouais, voilà, tu mets la musique de déco tout de suite, là. Alors, Melou, vous avez vu un petit peu la déco qui était vachement sympa avec ce noir d'ailleurs que l'on avait retrouvé lors de WrestleMania 27. Tout le long, le parterre brillant, noir, mat, c'était magnifique avec ce SummerSlam marqué. Au niveau des LED, c'était aussi bien fait. Il me semble que c'était le même que l'année dernière et qu'il y a 2 ans aussi également, non, au niveau du décor. C'est ça, Kevin, ouais. Et puis non, après, le reste était bien. La musique, par contre, était à chier. Sinon, voilà, les niveaux décor, c'était joli avec les LED dans l'arena également, très très bien fait. Donc voilà, je pense qu'il faudra garder comme ça aussi pour les prochaines choses. S'ils peuvent garder la surface noire au sol, ça donne un côté vachement classe, surtout dans une arena. Ça permet d'avoir vraiment, si on éteint les lumières, d'avoir tout en noir, on voit pas de traces de couleur claire ou quoi, c'était hyper joli. Voilà. Voilà, les autres fédérations ont de la graine. Un petit coup de rouleau, un petit coup de pinceau, les gars. Et oui, un petit coup de pinceau, quoi, voilà. On maroufle. Non, on maroufle pas cette fois-ci, quand même. Non, je viens que de temps en temps, si en plus je repars avec des coups, ça va pas le faire, hein. Donc, moi, j'ai passé aux réactions auditeurs, là, sur le coup, parce que c'est vrai que j'étais impressionné par cette minute déco.
avec Benjamin Claude qui est ravi, très heureux que Randy Orton est caché et qui voit même éventuellement le retour d'Evolution. Grégory Gourdou qui dit très bon pay-per-view. Je retiens surtout 3 gros matchs. Lesnar contre Punk était excellentissime, pour moi le meilleur match du pay-per-view. Punk prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs lutteurs de la compagnie et donne à Lesnar son meilleur match depuis son retour à WWE. Main event avec Bryan et Cena fut aussi correct, surtout grâce à Bryan. Le match a été long à démarrer, mais après les deux se sont bien trouvés dans le ring. La fin du match a paru bizarre avec Cena qui abandonne sur un coup de genou de Bryan, étonnant de la part du Superman de la WWE. Le catch d'Orton était prévisible, mais le heel turn de HHH, je n'y attendais pas. Enfin, j'ai beaucoup aimé le match pour le titre poids lourd. Au fil du match, je pensais que Christian repartirait à la ceinture, mais non, Alberto Del Rio gagne encore. J'ai longtemps cru à une intervention de Ricardo Rodriguez. Les deux nous ont livré un bon match pay-per-view. Oui, merci pour cette excellente analyse, ma foi, bien complète. Grégoire Rousseau qui a dit super pay-per-view. Le match entre Brock Lesnar et CM Punk était excellent. Tout était réuni pour un super match. Un peu déçu par le Ring of Fire, mais la fin est pas mal. Quand la Wyatt Family amène Kane avec eux. Pour le main event, un bon combat, même si Cena je l'ai trouvé un peu en dessous. Triple H qui retourne sa veste, je m'y attendais pas. Ça promet de grandes choses pour les prochains shows. Ensuite, Leroy Derache qui dit que moi c'est Lesnar Punk qui m'a fait rêver. Puis Jason Kendricks qui dit le meilleur pay-per-view de ce premier semestre 2013, un show rempli de surprises, un Punk contre Lesnar qui pour moi est dès à présent un classique et la trahison et Triple H en fin de show qui retourne complètement à l'univers de la WWE. Voilà. Ensuite, encore 2 réactions. Lucas Joannin qui dit magnifique pay-per-view. Alberto Del Rio prouve que sans Ricardo, il livre de bons matchs. Lesnar Punk, très bon match malgré la défaite de Punk et le cash d'Orton prévisible. Et une dernière réaction, Sébastien qui n'est pas là mais qui a réagi quand même. Comme tout fan de Daniel Bryan, je suis déçu que son premier règne de champion de la WWE restera jamais un règne de quelques minutes. Cela dit, sur le long terme, je vois pas de bonnes choses arriver. Je ne vois que de bonnes choses arriver pour Daniel Bryan qui est en passe de devenir le face numéro 1 de la compagnie. Non, voilà, merci tout le monde pour vos réactions. Eh oui, n'hésitez pas. Justement, merci. Oui, c'est vrai qu'en plus, vous avez été rapide et très complète, donc il y a rien à rajouter. Ouais, suite à ça. À part des notes, maintenant on va passer donc aux notes sur 10. Attention, la calculatrice est prête. Bon, je vais passer à Kevin alors, la note sur 10. Alors, je vais mettre 9,5. Parce que je trouve que la jupe de AJ était pas assez courte. Mais sinon, à part ça, non, 9,5. Je me suis éclaté comme un dingue. La note d'Orbaz. Et je vais mettre la même note, 9,5. Mis à part les 2 matchs tag team, enfin le match tag team et le match des divas, le reste était satisfaisant, pas forcément excellent. Mais on est sur un pay-per-view de haut niveau, avec une mise en scène vraiment très bonne. Et du coup, voilà, quoi, on peut faire difficilement mieux, quoi. Donc, 9,5. La note de Renaud. Je mets 8,5. 8,5 parce que voilà, comme Orbaz l'a dit, c'est un très bon show. Le CM Punk Brock Lesnar est d'ores et déjà un classique. Le Daniel Bryan John Cena est un énorme main event. Christian Del Rio, c'est un très bon match. Sando contre Cody Rhodes, c'est pas mal du tout. Voilà, il faut éviter Natalia contre Brie Bella et puis le match mix qui est quelconque, quoi. Sinon, c'est un super show. 8,5. La note de Tifo cette fois-ci. Bon, allez, je me lance, je vais mettre un bon 9 parce que voilà, le show était excellent, même si après il y a eu 2 matchs, donc celui des Divas et celui de Dolph Ziggler qui sont à ajouter, enfin qui sont évitables, on va dire. Sinon, c'est quasiment parfait, quoi. Donc ouais, un bon 9, excellent pay-per-view. Moi je vais être synchrone avec Renaud, 8,5. Pour une fois je suis pas le troller, c'est exceptionnel ça. Mais il faut avouer que c'est un peu le pay-per-view de l'année pour l'instant, donc on va pas vous donner de plaisir. Et la moyenne finale d'ailleurs va dans ce sens, parce que finalement elle est de 9 sur 10. Je pense pas que ça fait très longtemps, je sais même pas si on est déjà arrivé à une telle moyenne sur un pay-per-view de la WWE. First time ever. Ah ouais, même voilà, c'est historique, donc c'est pour dire que ouf. On a vécu un grand moment, donc forcément on conseille de le revoir. Pour le premier nom le changement de l'émission, le changement de titre. Ah oui, ça commence bien. Ouais. La WWE a anticipé le truc, je crois. C'est bien. Elle attendait notre décision pour voir si elle allait faire un grand pay-per-view ou pas. En fait. Vince McMahon approuve Late Night Wrestlers. Eh oui, ouais. Late Night Wrestlers qui commence par un 9 sur 10. Hein. On verra votre note à la fin du show, bien sûr. Non, mais justement, est-ce que vous allez nous mettre 9 ou 10 ? On verra justement. Ou 3.
Ben, vous pouvez nous écrire, oui, j'ai passé sans transition là. Vous pouvez nous écrire, ben, continuez à réagir, bien sûr, ça nous fait plaisir, donc sur le Facebook, Wessos Radio officiel. Et puis, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que si vous connaissez des amis, évidemment, fans de catch, ben, n'hésitez pas à leur faire découvrir, le podcast. Vous pouvez aussi nous joindre par Twitter, au compte, @Wessos Radio attaché, par mail, en minuscule, wessosradio@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre. Vous pouvez écouter et voir un petit peu aussi sur YouTube le podcast. Il y a une jolie image du WW quand même. Et sinon, bien sûr sur Archive, iTunes, vous pourrez nous retrouver. Ensuite, pour les partenaires, il y a FN Lutte, Voxcatch, donc qui propose une review aussi sur Slam, écrite. Instant Catch avec 3 matchs enregistrés, les 3 matchs du pay-per-view en gros, Alberto El Rio, Christian, Brock Lesnar, CM Punk et John Cena, Dave Bryan. Site Catch as You, mais la Wrestling Evolution League, pour une fois ça me fait bizarre, mais de parler de la radio de Kevin qui est là, donc c'est toujours Revolt, c'est ça? Et oui, toujours. Voilà, Revolt avec un joli programme à venir, je pense. Je sais pas, je suis pas au courant. Ah d'accord. Mais bon, d'accord. On va en profiter. Attends, on va en profiter pour qu'on ait le partenaire avec nous et voilà. Et voilà. Non, il y a des nouveaux artistes qu'on va diffuser, puis ceux qu'on a plus signe de vie qu'on va arrêter de diffuser aussi. Bon, ça c'est malheureusement triste. Mais non, il va y avoir de nouveaux artistes qui vont être à découvrir, qui sont sympas. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont sympas. On a aussi reçu des trucs par mail qui sont un peu spéciaux, mais bon. On va dire que c'était sympa. Allez, voilà. Musique décoration avec Kevin, donc sur Revolt. Ah oui, exactement. Je suis libre le samedi au 0800 811 811. Vous pouvez me contacter pour refaire un petit peu la déco de chez vous. 3,80 € la minute. 3,80 €. Non, c'est payant, c'est plus que ça. Hein. C'est 3 € la minute. Hein. Déjà là, on a dû sortir toute la trésorerie pour t'accepter ici. Mais ouais, tu sais qu'il me faut. Oh, mais d'ailleurs, là, je suis payé à la minute, là, pour te faire le chèque, donc, Plus tard. Ça coûte cher. Et du coup, oui, c'est pour ça. On va vous retrouver pour la prochaine édition de Late Night Wrestlers, je dis moins bien. Donc, on vous retrouve pour la prochaine édition, ce sera, pour Night of Champions dans un peu moins d'un mois maintenant, vu qu'il aura lieu le 15 septembre prochain. Donc avec un numéro qui sortira sûrement, si je fais bien les comptes, le 20 septembre, j'ai dit juin je crois, 20 septembre, c'est une connerie. Donc 20 septembre prochain, et puis sinon il y aura aussi prochainement, mais ça ce sera après, au courant octobre, il y aura un vintage Westside pour la première fois consacré à TNA, mais ce sera en octobre, ça, donc on verra plus tard. Donc en espérant que vous ayez apprécié le numéro, et n'hésitez surtout pas à réagir, à donner des 10, voire des 10,5 sur 10, ça c'est bien. Et à la prochaine fois, et portez-vous bien. Ciao. Salut tout le monde.